La sœur de ma femme a inventé que je l'avais agressée et qu'elle attendait un enfant de moi. Ma femme ne l'a pas du tout mis en doute. Son père et ses frères m'ont frappé jusqu'à me faire sortir de ma propre maison. J'ai disparu. 3 ans plus tard, elle m'a retrouvé et elle a vu notre fille. Son visage est devenu tout pâle. Elle a chuchoté, c'est elle. Je lui ai fermé la porte au nez. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche pour ne rater aucune de nos histoires. Ton soutien est très important pour nous. Si tu trouves cette histoire intéressante, mets-lui un « j'aime ». J'aimerais aussi savoir de quelle ville tu viens. Dis-le nous dans les commentaires. Maintenant, commençons l'histoire. Je m'appelle Julien. À mes 42 ans, j'avais appris que la vie ne te donne pas ce que tu veux, mais ce que tu arrives à négocier avec elle. Ce que tu construis avec tes propres mains. Et moi, j'étais un constructeur. Comme architecte, je passais mes journées à transformer des lignes sur du papier en des espaces où les gens allaient vivre, aimer et rêver. Ma propre maison était mon chef-d'œuvre. Un sanctuaire de verre et de béton dans les hauteurs de la ville, avec des fenêtres qui avalaient le ciel et un jardin intérieur où le silence poussait aussi fort que les plantes. Mais la véritable architecte de mon bonheur, ce n'était pas moi. C'était Valéria. Je l'ai rencontrée quand j'avais 37 ans et elle, 27. C'était une boule de vie, avec un rire qui cassait toutes mes logiques, et des yeux qui voyaient le monde non pas comme il était, mais comme il pourrait être. Notre amour, c'était comme un bâtiment construit avec soin, sur des bases solides de respect, et soutenu par une passion qui m'a pris par surprise. Pour un homme comme moi, qui avait accepté sa solitude comme une compagne de vie, Valéria était un lever de soleil inattendu. Et maintenant, après 2 années de calendrier, d'espoir et de chuchotement dans la nuit, le miracle s'était produit. Valéria était enceinte. Ce matin-là, le soleil éclairait les plans de mon dernier projet. Mais mon esprit n'était pas concentré sur les angles ni sur les charges des structures. Il était dans la petite pièce au bout du couloir, celle qui avait été mon bureau jusque-là. La nuit précédente, Valéria et moi nous étions assis par terre, entourés d'échantillons de couleurs et de croquis de meubles pour bébé. Je crois que c'est ici, Julien, m'a-t-elle dit en traçant du doigt un mur vide. Ici ira le berceau. Comme ça, la première chose qu'il verra en se réveillant, ce sera la lumière du jardin. Je l'ai regardé, et dans le reflet de ses yeux, j'ai vu tout mon futur. Des petites mains. Des rires d'enfants dans les couloirs en béton poli. Une vie que je n'avais jamais osé désirer à voix haute. Pour moi, ce bébé n'était pas juste un enfant. C'était la dernière pièce du puzzle. La clé de voûte qui complétait tout l'arc de mon existence. Ma relation avec sa famille, par contre, était une structure beaucoup plus compliquée. La famille de Valéria, les de Alba, formaient un clan. Unis, protecteurs, et guidés par un code non écrit dicté par leur patriarche, Don Fernando. Un homme à l'ancienne, avec une poignée de main ferme et un regard qui te jugeait en quelques secondes. Sa femme, Doña Elvira, était la matriarche silencieuse, dont les avis se lisaient dans ses gestes et ses silences. Leurs fils, Matteo et Ricardo, étaient des copies plus jeunes de leur père, fidèles au clan avant tout. Ils m'avaient accepté, oui, mais toujours avec cette politesse réservée à un allié utile, pas à un fils. J'étais l'architecte à succès, l'homme qui donne une belle vie à leur fille, mais je restais un satellite qui tournait autour de leur soleil. Et puis, il y avait Simna, la petite sœur. La princesse du clan. Elle avait 24 ans, la beauté de Valéria, mais avec une énergie agitée qui me mettait mal à l'aise. Elle pouvait être charmante quand elle voulait, mais sous la surface, il y avait quelque chose de calculateur. Je me souviens parfaitement du dernier dîner en famille, il y a quelques mois. On fêtait l'anniversaire de Don Fernando. J'avais apporté un vin cher, un qu'il aimait. Splendide, Julien, avait dit Don Fernando en levant son verre. Tu sais toujours comment impressionner. C'est alors que Simna, assise en face de moi, a souri avec une douceur empoisonnée. Bien sûr, papa. Julien a sauvé Val d'une vie banale. Il lui a donné ce statut. C'est le minimum qu'il pouvait faire, non? Sa phrase est tombée sur la table comme une pierre dans l'eau. Elle voulait me piquer, mais en réalité, c'était un coup pour sa sœur. Un rappel que son bonheur dépendait de ma réussite. J'ai vu une ombre passer sur le visage de Valéria, avant qu'elle ne force un sourire. Je n'ai rien dit. Dans le territoire des de Alba, j'avais appris que le silence était la meilleure défense. J'ai ignoré la pique, je l'ai rangée dans ma tête comme une petite méchanceté sans importance, un truc de jalousie entre sœurs. J'étais tellement naïf. Je ne savais pas que cette petite fissure, cette goutte de poison, était le signe avant-coureur d'un tremblement de terre qui allait raser tout mon monde jusqu'à ses fondations. À ce moment-là, dans la lumière du matin, avec l'odeur du café et la promesse de mon enfant dans l'air, j'étais l'homme le plus heureux du monde. J'étais au sommet de ma vie.
Au sommet de tout ce que j'avais construit avec tant d'efforts. Sans savoir qu'une charge de dynamite avait déjà été placée sous mes pieds, prête à exploser. L'harmonie de notre vie a commencé à se fissurer un mardi après-midi. La climatisation du bureau faisait un léger bruit de fond, pendant que mon crayon traçait en silence sur le papier calque. J'étais concentré sur la façade d'une bibliothèque publique. Quand ma secrétaire m'a annoncé une visite surprise. C'était Simna. Elle est entrée dans un nuage de parfums de luxe, avec un sourire qui n'arrivait pas jusqu'à ses yeux. Elle portait une robe de créateur, beaucoup trop élégante pour une simple visite. Elle s'est assise en face de mon bureau, a croisé les jambes et m'a regardé travailler un moment. Toujours aussi occupé, mon petit beau-frère. À construire le monde. Bonjour, Simna. Quelle surprise. Tout va bien. Ai-je demandé en posant mon crayon. Parfait, justement. C'est pour ça que je suis là. Je vais lancer mon propre projet, une boutique de luxe à Polanco. J'ai déjà trouvé l'endroit, j'ai les contacts, il me manque juste un petit coup de pouce pour démarrer. Sa voix était douce, comme si elle me faisait une faveur en me proposant d'en faire partie. Elle m'a présenté son concept avec des mots comme exclusivité, expérience client et curaté avec soin. Ça sonnait bien, mais je connaissais Simna. Je connaissais son historique de caprices abandonnés et de dettes que ses parents finissaient toujours par payer. Ça a l'air d'un projet très ambitieux, ai-je dit avec diplomatie. Ça l'est, justement. Et c'est pour ça que j'ai pensé à toi. Tu es un homme de vision. Je voulais t'offrir l'opportunité de devenir mon associé. Famille qui aide famille. Elle m'a tendu un dossier avec des prévisions financières qui ressemblaient plus à une fiction qu'à un vrai plan. Les chiffres étaient absurdes. Je les ai lus surtout par politesse. Simna. C'est un gros projet, et pour être honnête, je n'investis pas dans des domaines que je ne maîtrise pas. Comme la mode. Son sourire s'est durci d'1 millimètre. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? On achète des vêtements jolis, on les vend plus cher. C'est simple. Ce n'est pas si simple. Et ça demande une vraie discipline. Je me suis arrêté pour trouver les bons mots sans la vexer. Écoute, j'apprécie que tu aies pensé à moi. Mais je ne peux pas investir autant. Par contre, si tu veux, je peux t'aider à faire un vrai plan d'affaires. T'aider à gérer les finances. Je peux vraiment t'aider là-dessus. Le changement dans son visage a été subtil, mais glaçant. Son masque de gentillesse a disparu, laissant voir un acier froid dans ses yeux. Elle s'est levée lentement. Je vois. Tu crois que je suis une gamine bête qui ne sait pas gérer son argent? Tu préfères me faire la leçon que me traiter comme ton égal? Ce n'est pas ça, Simna. J'essaie juste d'être responsable. Fais attention, Julian, m'a-t-elle coupé, sa voix devenue un murmure glacé. Personne ne me dit non. Et encore moins un arriviste qui se prend pour un roi parce qu'il a de l'argent. Tu vas regretter de m'avoir humilié. Elle s'est retournée et est sortie de mon bureau, me laissant dans un silence lourd, avec l'écho de sa menace dans l'air. Je me suis senti mal, mais j'ai mis ça sur le compte d'un caprice d'enfant gâté. Je n'y ai plus repensé. 2 semaines plus tard, j'avais complètement oublié ce malaise. Nous étions chez le gynécologue. La pièce était blanche, froide, mais pour nous, c'était un lieu sacré. Valéria était allongée, du gel froid sur le ventre. Je lui tenais la main, fort. Puis la docteure a tourné l'écran du moniteur. « Tu vois ça ?» a-t-elle dit en montrant un petit clignotement lumineux sur l'écran gris. « Ça, c'est le cœur. » Elle a monté le volume. La pièce s'est remplie d'un son rythmique, rapide, puissant. Dub 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 dub. C'était le son le plus beau que j'ai jamais entendu. C'était le son de notre futur. Le son d'une vie qu'on avait créée ensemble. J'ai enregistré ce battement avec mon téléphone. Les larmes coulaient sur les joues de Valéria, et moi, j'avais un nœud dans la gorge qui m'étouffait presque. Ce soir-là, j'avais tout préparé pour une soirée spéciale. Un bon morceau de viande. Le vin préféré de Valéria. Des fleurs fraîches. Mon plan était de lui faire écouter le battement du cœur pendant qu'on dînait. Je voulais que cette soirée soit à nous. Un saut sur notre bonheur. J'étais dans la cuisine, en tablier, avec un sourire que je ne pouvais pas effacer de mon visage, quand mon téléphone a sonné. C'était Valéria. Mon amour, tu arrives? Je te prépare une surprise. Mais sa réponse n'était pas celle que j'attendais. Sa voix était tendue, brisée par des sanglots. Julian, il faut que tu viennes tout de suite, chez mes parents. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Le bébé? Le bébé va bien, dit-elle. Mais sa voix s'est brisée. C'est à propos de Simna. Tu dois venir maintenant. C'est à propos de ce que tu lui as fait. Ce que je lui ai fait. Je comprends rien,
Valéria. De quoi tu parles? Viens juste, Julien. Maintenant. Cria-t-elle, puis raccrocha. Le téléphone est resté dans ma main. Soudain, il était froid et lourd. L'odeur d'ail et de romarin dans la cuisine est devenue esséurante. Un frisson glacé m'a parcouru le dos. Ce que je lui ai fait à Simna? Cette phrase était absurde, insensée. Mais la panique dans la voix de Valéria était bien réelle. J'ai éteint le feu, retiré mon tablier et je suis sorti de la maison en courant, le cœur battant fort. Je courais aveuglément, vers un piège dont je n'avais même pas idée. Le trajet jusqu'à chez mes beaux-parents a duré 10 minutes, mais m'a semblé une éternité. Mon cerveau tournait à 1000 à l'heure, cherchant une explication logique. Un accident, une dispute. Mais la phrase de Valéria, ce que tu lui as fait, résonnait dans ma tête comme une boule de démolition, détruisant toutes les hypothèses raisonnables. Quand je suis arrivé, la porte était entr'ouverte. Je suis entré dans un silence anormal. D'habitude, la maison des de Talbot vibrait de voix et de rires. Mais là, l'air était lourd, tendu, comme avant une explosion. Dans le salon, la scène était posée comme une pièce de théâtre sinistre. Et moi, j'étais le dernier à entrer. Le seul sans texte à réciter. Don Fernando était debout près de la cheminée, raide comme une statue de pierre. Matteo et Ricardo, mes beaux-frères, se tenaient de chaque côté du canapé principal, bras croisés, avec des têtes de videurs. Doña Elvira était assise à côté de Valéria, lui frottant le dos comme un robot. Valéria avait le visage gonflé d'avoir pleuré, mais ne me regardait pas. Et au centre de tout ça, dans le plus grand fauteuil, il y avait Simna. Elle portait une robe de chambre en soie qui glissait de son épaule, lui donnant un air fragile et victime. Son visage était pâle, ses yeux rouges, et elle avait d'étranges marques violacées au poignet. Comme si quelqu'un l'avait tenue de force. Tout en elle criait « Je suis une victime !»« Julien !» La voix de Don Fernando a tranché le silence comme un coup de fouet. « Assieds-toi !» Son ton n'était pas une demande. C'était un ordre. Je suis resté debout. Je regardais les visages, un par un, cherchant une explication. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Valéria m'a appelé. Elle était hystérique. Valéria, dis-moi. Dis-le-moi, s'il te plaît. Dis-lui, ma fille, a murmuré Doña Elvira, en regardant Simna. Valéria ne m'a toujours pas regardé. C'était comme si je n'existais plus. Comme si j'étais un poison dans la pièce. Simna a lentement levé la tête. Elle m'a regardé avec des yeux pleins de fausses larmes. Sa voix tremblait, comme si elle répétait un texte appris par cœur. Je ne savais pas à qui le dire. J'avais peur. Peur de quoi, Simna? Parle clairement. L'a pressé son père. Elle a inspiré profondément. Un sanglot secouait ses épaules. C'était la semaine dernière. Quand Valéria était au congrès à Monterrey. Je suis venu à la maison, Julien, pour t'apporter des papiers de papa. Et toi, tu buvais. Je l'ai regardé, stupéfait. Oui, j'étais chez moi cette semaine-là. Mais en train de boire? Je bois à peine en semaine. Et elle a continué. Tu as commencé à me dire que tu te sentais seul. Que Valéria et toi, vous n'étiez plus connectés. J'ai voulu partir. Mais tu m'as attrapé. Elle a montré ses poignets marqués. Tu m'as tenu, Julien, et tu m'as forcé. Le mot forcé est resté suspendu dans l'air. Lourd. Venimeux. Mon cerveau refusait de comprendre. C'était tellement absurde, tellement monstrueusement faux, que j'ai cru un instant à une mauvaise blague. Je regardais autour de moi, espérant que quelqu'un éclate de rire, qu'on me dise que c'était un test, un piège ridicule. Mais non. Tous me regardaient avec un mélange de haine pure et de conviction. Qu'est-ce que tu racontes, Simna? Ma voix est sortie comme un grognement rauque. C'est un mensonge de fou. Je ne t'ai jamais touché. Ne mène pas, a crié Matteo en faisant un pas vers moi. Sale ordure. Et ce n'est pas tout, papa, a poursuivi Simna, comme si elle portait le coup final. Il y a autre chose. J'ai du retard. J'ai fait un test ce matin. Avec un geste théâtral, elle a sorti un test de grossesse de sa poche et l'a posé sur la table basse. Les 2 lignes roses étaient bien visibles. Je suis enceinte, Julien. Et c'est toi le père. Le monde s'est effondré sous mes pieds. Un bourdonnement si fort remplissait mes oreilles que je n'entendais même plus mes propres pensées. C'était un cauchemar. Un piège parfait. Une machine diabolique bien construite. Je cherchais désespérément les yeux de ma femme, mon ancre, ma complice, ma Valéria. Mon amour, s'il te plaît, regarde-moi, ai-je supplié, la voix brisée.
Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne crois pas à cette folie. Tu m'y connais. Tu sais que jamais je ne ferai ça. Nous allons avoir un enfant, toi et moi. On a entendu son cœur, cet après-midi. Elle a enfin levé les yeux vers moi. Et ce que j'y ai vu m'a détruit plus que tout. Il n'y avait pas de doute. Pas de conflit. Juste du dégoût. Un mépris glacial. Absolu. Ne m'appelle plus mon amour, a-t-elle craché. Chaque mot était comme un glaçon. Et n'ose jamais utiliser notre bébé pour te défendre de ta saleté. Tu es un monstre. Elle s'est levée, le corps tremblant de rage. Une rage que je ne lui avais jamais vue. Je l'ai toujours sentie, a-t-elle continué, sa voix montant d'un cran, poussée par l'hystérie et le soutien de sa famille. Cette façon dont tu la regardais, tes regards sales, je pensais que c'était dans ma tête. Mais tu es un pervers. Depuis le début. Caché derrière ton masque d'homme respectable. Elle s'est tournée vers son père, les yeux en feu. Papa, fais ce que tu dois faire. Je ne veux plus jamais revoir cet homme. Qu'il parte. Je ne veux pas qu'il s'approche de moi. Je ne veux pas qu'il s'approche de mon enfant. C'est un cancer. Cancer. C'est le mot qu'elle a utilisé. La condamnation finale. À ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y aurait pas de retour possible. La vérité ne comptait pas. La décision était déjà prise. Le tribunal familial avait rendu son verdict. Sans preuve. Sans défense. Sans pitié. Et moi, j'étais condamné. La parole de Valéria a été l'étincelle qui a mis le feu à la poudre. Avant même que je puisse comprendre la profondeur de cette trahison, dont Fernando m'a désigné d'un geste du menton. Une commande muette adressée à ses fils. Matteo et Ricardo se sont avancés d'un même mouvement. Comme des loups obéissant à leur chef. Le premier coup est venu de Matteo. Sans avertissement. Un poing fermé, direct dans ma mâchoire. Le choc m'a projeté en arrière. Le goût du sang a envahi ma bouche. Ma tête a heurté le mur. Tout est devenu blanc. Et bruyant. J'ai tenté de lever les bras pour me protéger, parler, raisonner. Mais c'était inutile. Ricardo m'a attrapé par derrière, m'immobilisant avec une force terrible. Pendant que Matteo frappait à nouveau, cette fois dans mon ventre. L'air a quitté mes poumons dans un sifflement douloureux. Je me suis plié en deux. Mais ils ne m'ont pas lâché. À travers le brouillard de douleur, j'ai vu Valéria. Elle se tenait debout, à côté de sa mère. Et elle regardait. Elle regardait tout ça, sans bouger. Pas d'horreur sur son visage. Pas de pitié. Juste, une sorte de justice tordue. Et satisfaite. Elle, la femme pour qui j'aurais tout donné, était en train d'assister à mon lynchage, et elle approuvait. Dehors, avec lui, a rugi don Fernando. Je ne veux plus de sa saleté dans ma maison. Ils m'ont traîné hors du salon. Dans le couloir de marbre poli. Mes chaussures laissaient des traces de sang derrière moi. Nous sommes passés devant un miroir vénitien. Et j'ai vu mon reflet. Un inconnu. Avec la lèvre éclatée. Un œil déjà enflé. Et l'expression d'un animal acculé. Ils m'ont jeté dehors. Je suis tombé à genoux sur le chemin en pierre. Monte dans ta voiture, a ordonné Matteo en me tirant par le bras. Tu rentres chez toi. Tu prends tes saletés. Et tu disparais. Le trajet jusqu'à ma propre maison était surréaliste. Je conduisais mon Audi. Derrière moi, mes deux beaux-frères me suivaient dans leur 4x4, comme des gardes qui escortent un prisonnier. Chaque feu rouge, chaque carrefour, était une chance de fuir. Mais fuir où? Mon sanctuaire, mon foyer, était devenu le lieu de mon exécution. Quand nous sommes arrivés, Valéria était déjà là. Elle était devant la maison. Elle était venue avec sa propre voiture. Elle a ouvert la porte avec sa clé. Puis elle s'est mise sur le côté, le visage rempli de mépris. Je suis entré dans le hall, que j'avais moi-même dessiné. C'était là que je l'avais accueilli le jour de notre mariage. Maintenant, ce lieu était plein de mes bourreaux. Prends tes affaires, tes vêtements, tes objets personnels. Rien d'autre, a dit Valéria d'une voix plate, sans émotion. Tu as 10 minutes. Matteo et Ricardo n'ont pas attendu. Ils sont montés directement dans notre chambre. J'ai entendu le bruit des tiroirs qu'on ouvrait brutalement. Des cintres qu'on arrachait. Quelques instants plus tard, ils ont commencé à jeter mes affaires dans les escaliers. Dans des sacs poubelles noirs. Mes costumes. Mes chemises. Mes livres. Mes chaussures. Tout tombait en tas humiliant à mes pieds. J'ai vu un petit cadre photo en argent tomber aussi. C'était une photo de notre dernier voyage à Oaxaca. Nous deux, souriant sous le soleil.
Elle a atterri face contre terre. Le verre s'est brisé. Cette maison est aussi à mon nom, tu sais, ai-je dit à Valeria. Comme si elle avait lu dans mes pensées, elle a répondu calmement. Mon avocat s'occupe déjà de tout. Les comptes seront bloqués. Tu recevras les papiers du divorce et une ordonnance d'éloignement. Ne t'approche plus jamais de moi ni de cette maison. Je suis resté là, figé, à regarder les restes de ma vie empilés dans des sacs poubelles. Finalement, ils m'ont jeté une valise. Voilà tes fringues. Maintenant, dégage, a dit Ricardo. Ils m'ont poussé dehors. Une dernière fois, j'ai regardé Valeria. Je cherchais une étincelle de la femme que j'aimais. Mais il n'y avait rien. Juste un vide glacial. La porte s'est refermée brutalement. Le bruit de la serrure qui se tournait a été définitif. J'étais sur le trottoir, devant ma propre maison, avec une valise, un œil au beurre noir, et le cœur en morceaux. Les lumières des maisons voisines s'allumaient. Les rideaux bougeaient. Tout le monde assistait à mon humiliation. Je me suis assis sur le trottoir, tremblant. Je ne savais plus quoi faire. Et puis, au milieu de ce brouillard de choc et de douleur, une voix claire a surgi dans mon esprit. La voix de mon ami Ramiro. J'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient. J'ai composé son numéro. Allô? Sa voix était encore endormie. Ramiro, c'est Julien, ai-je dit. Ma propre voix me semblait étrangère, cassée. J'ai besoin de ton aide. Julien. Qu'est-ce qui se passe? Tu as une voix affreuse. Il est 3 heures du matin. J'ai pris une grande respiration. L'adrénaline commençait à être remplacée par une colère froide et claire. Écoute-moi bien. Enregistre si tu peux. Ma voix devenait plus ferme. Je suis dans la rue, devant chez moi. On vient de me frapper et de me jeter dehors. Mon beau-père Fernando de Alba et mes beaux-frères Matteo et Ricardo de Talba m'ont agressé. Je suis blessé. Ils ont jeté mes affaires dehors. Valeria était là. C'est elle qui a tout orchestré. Il y a eu un silence de l'autre côté de la ligne. Puis la voix de Ramiro, désormais totalement réveillée et aussi tranchante qu'un scalpel. Ne bouge pas d'ici. Ne touche à rien. J'arrive tout de suite. Et Julien, ne parle à personne d'autre. À personne. J'ai raccroché. Je regardais la maison. Ma maison. Les lumières s'éteignaient à l'intérieur. Ma vie, telle que je la connaissais, était finie. Mais pendant que j'attendais Ramiro, un nouveau sentiment est apparu dans les ruines de mon cœur. Ce n'était pas du désespoir. C'était de la détermination. On m'avait détruit, oui. Mais j'étais architecte. Et s'il y a une chose que je savais faire, c'était reconstruire. Même à partir de ruines. Ramiro est arrivé en moins de 20 minutes. Sa vieille Volvo a freiné fort en s'arrêtant à côté de moi. Il est descendu de la voiture, et son visage, habituellement moqueur, était rempli d'inquiétude et de rage en me voyant. Il n'a pas dit « Je te l'avais dit ». Il ne m'a pas rappelé qu'il n'avait jamais fait confiance à ma belle famille. Il n'a rien dit. Il m'a juste aidé à me lever. Il a mis ma valise et les sacs poubelles remplis de mes affaires dans sa voiture. Et il m'a ouvert la portière du côté passager. On ne va pas chez moi. Pas encore, a-t-il dit une fois à l'intérieur. Sa voix était calme, mais urgente. Et on ne va surtout pas à un hôpital public. Il y a 2 endroits où on doit aller avant. Fais-moi confiance. Il a conduit en silence dans les rues désertes de la ville. Notre premier arrêt était une petite clinique privée, ouverte 24 heures sur 24, dans un quartier discret. Ce n'était pas un hôpital. C'était le cabinet d'un médecin que Ramiro connaissait bien. C'est un médecin légiste, m'a-t-il expliqué. Il nous faut un rapport officiel. Des photos de chaque coup, chaque marque. Avant que ça ne commence à guérir. On doit documenter exactement dans quel état ils t'ont laissé. Pas pour l'assurance. Pour la justice. C'est une preuve. Le médecin, un homme âgé, sérieux, a travaillé avec une efficacité froide. Il a pris en photo mon visage gonflé, la coupure sur ma lèvre, les bleus qui apparaissaient déjà sur mes côtes et mes bras. Il a décrit chaque blessure dans un langage médical précis, pour le rapport. Chaque flash de l'appareil photo, c'était comme un coup de marteau. Chaque image fixait l'horreur que je venais de vivre dans un dossier légal impossible à ignorer. Je me sentais comme une pièce à conviction dans ma propre affaire. Mais je comprenais ce que Ramiro faisait. Il construisait notre défense. Notre vérité. Brique par brique. Le deuxième arrêt était encore plus inattendu, un commissariat de police. Mais pas dans mon quartier. Il nous avait emmenés dans un poste de police à l'autre bout de la ville,
bien loin de la zone d'influence des de Alba. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ai-je demandé, la voix toujours rauque. Ce que tu aurais dû faire dès le moment où ils t'ont levé la main dessus, a répondu Ramiro avec un calme d'acier. On va déposer une plainte. Pour coups, blessures, menaces. Contre Fernando, Matteo et Ricardo de Alba. Mais Ramiro, ils vont dire que... Simna. Je sais. Et ils sont sûrement déjà en train d'inventer leur version avec leurs avocats. C'est justement pour ça qu'il faut qu'on soit les premiers à déposer. Notre plainte sera la première enregistrée. Avec des preuves médicales. C'est toi qui apparaîtras comme la victime officielle. Pas l'agresseur. En droit, Julian, celui qui frappe le premier, frappe 2 fois. Nous avons passé les 2 heures suivantes dans cette atmosphère froide et impersonnelle du poste. J'ai raconté tout ce qui s'était passé à l'officier. Ramiro était à mes côtés, s'assurant que chaque détail soit noté correctement. Parler de mon agression, c'était humiliant. Mais chaque mot que je prononçais me redonnait un peu de contrôle. Je n'étais plus juste l'homme qu'on avait jeté dehors. J'étais un citoyen qui dénonçait un crime. Quand nous sommes sortis, avec une copie tamponnée de ma plainte entre les mains, je me sentais étonnamment léger. Malgré la douleur physique. Nous sommes enfin arrivés à l'appartement de Ramiro. Il m'a donné des médicaments contre la douleur. Un sac de glace. Et il m'a conduit à sa chambre d'amis. Je me suis effondré dans le lit. Et là, la fatigue physique et émotionnelle m'a frappé comme un train. Les jours suivants ont été un mélange de douleur et de planification. Ramiro est devenu mon général. Et son petit appartement, notre quartier général. Pendant que je récupérais, il bossait sans s'arrêter. Il a découvert que, oui, Valeria avait déjà déposé une demande de divorce d'urgence. Elle avait obtenu une ordonnance restrictive temporaire contre moi, en utilisant les accusations de Simna comme prétexte. Elle avait fait bloquer nos comptes bancaires communs. Je n'avais plus accès à mon propre argent. Ils sont vicieux, m'a dit Ramiro un soir, en lisant les documents. Ils veulent t'anéantir, Julian. Te laisser sans rien. Je sais, ai-je répondu en regardant par la fenêtre. La ville ne me semblait plus la mienne. Alors, on doit être plus malin qu'eux. On ne peut pas se battre ici, sur leur terrain. Dans cette ville, ce serait du suicide. Ils ont l'argent, les contacts. Ils vont écraser sous des mensonges. Notre stratégie, ça ne sera pas l'attaque directe. Ce sera une retraite tactique. Pendant les semaines qui ont suivi, sous les conseils de Ramiro, j'ai commencé à construire mon arche. J'ai contacté mes clients les plus fidèles et je leur ai expliqué que je prenais un congé personnel. J'ai discrètement liquidé quelques investissements à mon nom, que Valeria ne connaissait pas. Ramiro m'a aidé à créer une nouvelle société, une entité complètement indépendante, sans lien visible avec mon ancien nom. Grâce à ça, je pourrais continuer à travailler sans qu'on puisse me tracer. Nous avons décidé que je devais quitter Mexico. Il me fallait un endroit où personne ne me connaissait, où le nom de Alba ne signifiait rien. On a choisi Querétaro. Une belle ville, en développement, assez loin pour disparaître, mais assez proche pour que Ramiro continue à gérer mes affaires juridiques. La veille de mon départ, Ramiro et moi avons partagé une bouteille de whisky dans son salon. Ils t'ont pris ta maison, ta réputation, ta femme, m'a-t-il dit, la voix plus sombre que d'habitude. Mais ils ne prendront pas mon enfant, les yeux coupés, avec fermeté. Ni ma fille. Ça, je ne leur laisserai pas. Tout ça. J'ai dit en montrant la pile de papiers juridiques. Tout cet enfer, je le traverse pour construire une forteresse pour ce bébé. Un endroit sûr. Loin d'eux. Ramiro a hoché la tête lentement. Il a levé son verre. À l'arche, a-t-il dit. À l'arche, ai-je répété. Le lendemain matin, avec une valise, un ordinateur portable et un cœur plein de cicatrices, j'ai pris la route vers ma nouvelle vie. Je laissais derrière moi les ruines de l'ancienne. Je ne fuyais pas. Je me retirais pour mieux me battre plus tard. Je construisais une arche pour survivre au déluge. Avec la promesse qu'un jour, la tempête passerait, et que je serais encore là. La vie à Querétaro a commencé dans un silence total. J'ai loué un petit appartement dans le centre historique. Il avait un balcon qui donnait sur une rue pavée et un jacaranda qui, au printemps, colorait l'air de violet. L'anonymat était un soulagement. Là-bas, je n'étais pas l'architecte Julian. Je n'étais pas l'ex-mari de Valeria de Alba. J'étais juste un homme qui achetait son café au coin de la rue, qui saluait ses voisins d'un signe de tête. Les premiers mois ont été les plus durs. La solitude était comme une ombre réelle, assise à côté de moi pendant que je travaillais sur des projets de design freelance, sous le nom de ma nouvelle entreprise. Les nuits étaient des tortures.
Le fantôme de Valeria me hantait dans mes rêves. Parfois, c'était la femme que j'aimais. Parfois, c'était l'étrangère au regard froid que j'avais vue pour la dernière fois. Mais ce qui m'a empêché de sombrer, ce qui m'a gardé vivant, c'était cette vie qui grandissait quelque part. Un univers entier en train de naître, au loin. Un enfant. Mon enfant. Rien qu'à moi. J'ai suivi des cours prénataux en ligne. J'ai appris la respiration, les couches, les étapes de développement. J'ai acheté un berceau et je l'ai monté tout seul, dans la pièce vide de mon appartement. Mes mains, habituées à dessiner des bâtiments, étaient maladroites pour visser du bois. Chaque petit body que j'achetais, chaque jouet que je choisissais, était un acte de foi. Et un acte de défi. C'était ma façon de dire au monde. Vous n'avez pas gagné. Ramiro était mon seul lien avec mon ancienne vie. Je lui parlais une fois par semaine. Le divorce était terminé. Je ne l'avais même pas contesté. Valeria avait gardé la maison. Et la plus grande partie de l'argent visible. Dans leur arrogance, ils croyaient m'avoir détruit. Ils ne savaient pas que j'étais en train de construire quelque chose de bien plus précieux. Le jour où Valeria a accouché, je l'ai su grâce à une alerte Google que j'avais activée avec son nom. Un simple avis social, publié dans un journal. Félicitations à la famille de Alba pour la naissance de la petite Aurora. Aurora. Le nom était tellement beau, que ça m'a fait mal. Aurora, ça veut dire aurore. Une nouvelle lumière. J'ai ressenti une pointe de colère en me disant que c'était eux qui lui avaient donné ce nom. Mais ensuite, j'ai compris que c'était parfait. Elle était mon aurore. Ma lumière. Les mois suivants ont été un enfer d'angoisse. Était-elle en bonne santé? Allait-elle bien? Ramiro, avec l'aide d'un détective privé discret, m'a trouvé quelques informations de base. Elle était née en bonne santé. Parfaite. Et puis, il m'a envoyé la première photo. Elle venait d'un photographe d'événements sociaux, celui qui avait couvert son baptême. L'image était floue, prise de loin. Valeria tenait un bébé habillé de dentelle blanche. La petite avait les yeux fermés. Mais même sur cette photo de mauvaise qualité, je pouvais le voir. La forme de sa tête. La courbe de son nez. C'était moi. Elle avait mes traits. Un flot de soulagement m'a traversé, mélangé à une douleur très vive. C'était ma fille. Il n'y avait aucun doute. Le temps passait. Et le silence de ma vie avait été remplacé par une routine de père à distance. Je travaillais sans relâche. J'économisais chaque peso. Je construisais un futur solide. Quand Aurora a eu 1 an, Ramiro m'a appelé avec une nouvelle. Valeria a fait une erreur. Elle a publié des photos. C'était pour le premier anniversaire de la petite, sur un compte Instagram privé. Mais une de ses amies est une informatrice de notre enquêteur. Elle nous a envoyé les photos. Et là, la vraie douleur a commencé. Parce qu'à 1 an, Aurora n'était plus juste un bébé avec mes traits. Elle était le portrait vivant de Valeria. Elle avait ses grands yeux noirs, bordés de longs cils. Elle avait son sourire. Exactement le même. Même la façon dont sa lèvre supérieure se courbait un peu. Elle avait ses fossettes. Voir ces photos, c'était comme recevoir un coup de poing dans le cœur. Chaque jour, pendant les 2 années suivantes, j'ai vécu avec ce paradoxe cruel. J'aimais ma fille d'un amour tellement fort que j'en avais le souffle coupé. Je regardais ces photos volées et mon cœur se remplissait de fierté. Mais à chaque fois que je voyais son visage, je voyais aussi la femme qui m'avait détruit. C'était une blessure constante. Un rappel de tout ce que j'avais perdu. Malgré tout, j'ai continué à construire notre vie. Je lui ai acheté des livres que je lisais à sa photo. J'ai acheté un petit tricycle que je gardais dans un coin du salon, en attendant de pouvoir lui donner un jour. Dans ma tête, on était une famille. Une famille cassée. Différente. Mais une famille quand même. Et ainsi ont passé 3 ans. 3 années de discipline. De travail acharné. D'amour à distance. J'avais réussi à trouver une certaine paix. J'avais bâti ma forteresse. Mon arche. Et à l'intérieur, il y avait Aurora et moi. En sécurité. Son rire, dans les vidéos que j'arrivais à obtenir, était la bande-son de ma vie. Son sourire, le soleil de mon monde. J'avais appris à vivre avec ce mélange de douleur et d'amour. J'avais accepté que parfois, l'amour et la blessure cohabitent dans le même cœur. Ce que je ne savais pas, c'était que le passé, ce monstre que je croyais endormi, était sur le point de se réveiller. Pas à cause de mes actes, mais à cause de la pourriture à l'intérieur de la famille qui m'avait banni. La vérité était sur le point d'éclater. Pas comme une aube douce, mais comme une éruption volcanique. La vérité, quand elle a fini par sortir,
ce n'était pas grâce à un remords, ni à un héros inattendu. Il n'y a pas eu de fiancé justicier. Pas de confession sur un lit de mort. Non. La vérité est sortie de la pire façon, par l'avidité et l'arrogance. L'implosion des deux Alba n'a pas été causée par quelqu'un d'extérieur. C'est leur propre toxicité qui a tout déclenché. J'ai appris tout ça des mois plus tard, grâce à un rapport détaillé que Ramiro a mis des semaines à rassembler. Il l'a reconstruit comme un expert en médecine légale. Avec des relevés bancaires, des témoignages d'employés mécontents, et surtout, une indiscrétion d'un membre de la famille qui n'avait plus rien à perdre. L'histoire a commencé environ 6 mois après qu'il m'ait viré. Don Fernando, le patriarche, l'homme d'honneur, s'est retrouvé face à un gros problème. Le mensonge de Simna avait bien servi pour me faire partir. Mais maintenant, il posait un souci très concret. Une grossesse fictive à gérer. Dans leur monde d'apparence, un enfant né d'un viol était une tâche impossible à effacer sur le nom de la famille de Alba. Alors Don Fernando a fait ce qu'il faisait toujours. Il a sorti son portefeuille. Lors d'une réunion privée, il a donné à Simna une grosse somme d'argent, une somme qu'il me faudrait 1 an entier pour gagner. C'était une somme obscène. D'après Ramiro, c'était autour de 500 000 $. Le message était clair, même s'il n'a pas été prononcé mot pour mot. Va dans le meilleur centre des États-Unis, règle le problème, fais une thérapie pour te remettre du traumatisme et reviens comme neuve. Que personne ne sache rien. Simna, bien sûr, a accepté l'argent en pleurant. Elle a joué parfaitement le rôle de la fille blessée et obéissante. Elle a fait ses valises, disant qu'elle partait dans une clinique exclusive en Californie pour se soigner, physiquement et mentalement. Mais Simna n'a mis les pieds dans aucune clinique. Elle est partie faire du shopping. Pendant les mois suivants, elle a mené une vie de luxe sans retenue. Elle a voyagé en Europe. Elle a séjourné dans des hôtels 5 étoiles. Elle a acheté des vêtements de marque et des bijoux pour toute sa famille. Elle postait même des photos tristes, dans des jardins qu'elle disait thérapeutiques. Mais en vrai, elle vivait la vie de princesse qu'elle avait toujours cru mériter, financée par le plus gros mensonge de sa vie. Le château de cartes a commencé à trembler, à cause d'une bêtise. Un simple geste d'arrogance. Environ 8 mois après sa soi-disant thérapie, Simna est revenue au Mexique. Et la première chose qu'elle a faite, c'est de s'acheter une Porsche dernier modèle. En liquide. Elle l'a payé cash. Avec l'argent censé effacer mon crime inventé. La voiture n'est pas passée inaperçue. C'est un ami de Don Fernando, un homme du même monde des affaires et des voitures de luxe, qui a posé la question fatale pendant une partie de golf. Et Fernando, superbe voiture que ta fille a. Elle s'en sort bien, dis donc. Elle fait quoi, maintenant, pour pouvoir s'acheter ce genre de jouet au comptant? Don Fernando est resté figé. Il savait très bien d'où venait cet argent. L'argent du problème. L'argent du traumatisme. Ce soir-là, la maison des deux Alba est devenue un champ de bataille. Don Fernando, dont la loyauté envers sa famille était dépassée seulement par son orgueil et son horreur d'être pris pour un idiot, a confronté Simna. Il ne lui a pas demandé si j'étais innocent. Il ne lui a pas demandé si elle avait menti. Non. Il lui a demandé où était l'argent. Et la Porsche. D'après une domestique qui a tout entendu depuis la cuisine, la scène a été apocalyptique. D'où tu sors l'argent pour cette voiture, Simna? A hurlé Don Fernando. Papa, ce sont mes économies, j'ai investi. Ne m'y mène pas, a-t-il hurlé. Cet argent, c'était pour régler le problème. Le problème que cet enfoiré de Julien t'a causé. Coincé, paniqué, et incapable d'assumer la moindre responsabilité à cause de son ego de princesse, Simna a explosé. Et dans sa rage, la vérité a jailli. Sale. Pleine de pus. Il n'y avait pas des problèmes à régler, a-t-elle hurlé, la voix brisée par la colère. Je n'ai jamais été enceinte de lui. Le test était faux. Tout était un mensonge. Il y a eu un silence glacial dans la pièce. Un silence si lourd qu'on aurait dit qu'il pesait des tonnes. Qu'est-ce que tu viens de dire? A balbutié Doña Elvira, blanche comme un linge. Vous avez bien entendu, a crié Simna, hors d'elle. Son adrénaline montait, et au lieu de se calmer, elle en disait encore plus. Toujours plus. Julien m'a humilié. Il m'a dit non, à moi. Je devais lui donner une leçon. Et vous tous, vous avez tout gobé. Vous avez cru chaque mot de mon mensonge. Et vous avez toujours préféré Valéria. La parfaite Valéria, la mariée de l'architecte plein aux as. Moi aussi je voulais vous montrer que je pouvais tous vous contrôler. Que je pouvais avoir tout le monde dans la paume de ma main. Ce n'était pas une confession par remords. C'était une déclaration de pouvoir. Une démonstration de sa capacité à manipuler tout le monde.
À cet instant, Don Fernando n'a plus vu une fille brisée. Il a vu une arnaqueuse. Celle qui avait piétiné son honneur. Celle qui l'avait trompé d'une façon bien plus profonde que n'importe quel scandale public. Elle avait pourri la famille de l'intérieur. Et cette vérité-là, elle ne les a pas libérés. Elle les a enchaînés. Enchaînés à une nouvelle réalité encore plus monstrueuse. Ils n'étaient pas les victimes d'un crime horrible. Ils étaient les complices d'un mensonge diabolique. Et quelque part, à Querétaro, il y avait un homme innocent, qu'ils avaient battu, humilié et banni. Et il y avait une petite fille, leur nièce, qui portait leur sang. Et à qui ils avaient volé un père. Le déluge qu'ils m'avaient envoyé dessus. Il était maintenant sur le point de revenir vers eux. Et de les noyer eux-mêmes. La confession de Simna n'a pas été un feu d'artifice qui disparaît. Ça a été l'épicentre d'un séisme, qui a craqué les fondations de la famille de Alba de façon irréversible. Le premier à réagir a été Don Fernando. Sa colère à propos de l'argent s'est transformée en honte glacée. Il a compris. Lui, le soi-disant homme d'honneur. Il avait dirigé un passage à tabac contre un innocent. Il avait détruit le mariage de sa propre fille. Et il avait renié sa petite fille. Tout ça à cause d'un caprice de gamine gâtée. D'après ce qu'on a appris, Don Fernando n'a plus crié. Il s'est assis dans son fauteuil, le visage blanc comme un fantôme. Et il n'a plus dit un mot de la nuit. Le poids de son erreur l'a écrasé. Il a perdu sa voix, et son orgueil. C'est Valeria qui a repris la scène. Elle, qui avait toujours tout contrôlé, s'est effondrée. Elle est tombée au sol, suffoquant de sanglots. Mais ce n'était pas des pleurs de tristesse. C'était de la terreur pure. Chaque souvenir des 3 dernières années se recomposait sous une lumière nouvelle, et horrible. Le visage de Julien. Ses supplications. Ses mots, qu'elle avait ignorés. Ses yeux, quand il lui avait dit qu'il était innocent. Ses mains, pleines de sang. Le cadre photo brisé. Tout ce qu'elle avait justifié en pensant « Je défends ma sœur, c'est justice », se révélait maintenant pour ce que c'était. Une atrocité. Elle n'avait pas juste cru à un mensonge. Elle s'était accrochée à ce mensonge. Elle en avait fait une arme. Elle avait été la générale de cette guerre qui avait détruit l'homme qu'elle disait aimer. Dans le chaos, Doña Elvira, comme toujours, a essayé de tout contrôler. Ça suffit. Simna a fait une grosse erreur. Valeria, il faut réfléchir à comment réparer ça. Mais c'était trop tard. Valeria s'est levée du sol. Ses yeux étaient rouges. Et elle s'est jetée sur sa sœur. Pas pour la frapper, mais pour l'attraper par les épaules. Et la secouer avec une force qu'on ne soupçonnait pas chez elle. « Qu'est-ce que t'as fait » criait-elle. « Encore et encore. Qu'est-ce que tu nous as fait ? Où est-il ? Où est ma fille ?» La maison des de Alba était devenue un asile de fous, rempli de cris et d'accusations. Matteo et Ricardo, réalisant qu'ils avaient participé à un lynchage à cause d'un mensonge, se sont retournés l'un contre l'autre. Puis contre leurs parents, qui leur avaient ordonné d'agir. Leur unité familiale, ce dont ils étaient le plus fiers, s'est brisée en quelques heures. Le lendemain, la traque a commencé. Valeria, obsédée par l'idée de retrouver Julien, a transformé cette mission en but unique. Elle a engagé les meilleurs détectives privés du Mexique. Mais ils se sont heurtés à un mur. Le Julien qu'ils connaissaient avait disparu du système. Aucun dossier fiscal. Aucun compte bancaire. Aucun contrat de location à son nom. L'identité juridique que Ramiro m'avait créée était impossible à percer. Les semaines sont devenues des mois. Et la désespérance de Valeria grandissait. Chaque fois qu'un détective revenait sans rien, elle sombrait un peu plus. Elle était hantée par l'image d'Aurora. Elle se demandait à quoi elle ressemble maintenant. Est-ce qu'elle parle ? Est-ce qu'elle me ressemble encore plus ? La culpabilité était comme un poison. Et elle la rongeait lentement. Et alors, dans sa panique, elle a fait une erreur. Une erreur fatale. Un jeudi après-midi, Valeria s'est rendue sans prévenir dans le prestigieux immeuble où Ramiro avait ses bureaux. Elle est entrée à la réception, les yeux injectés de sang, et a exigé de voir Ramiro immédiatement. La réceptionniste, très polie, a suivi le protocole habituel. Le licencié est en réunion. Vous devez avoir un rendez-vous. Mais Valeria a perdu le contrôle. Vous ne comprenez pas, a-t-elle crié, attirant l'attention de tout le bureau. J'ai besoin de lui. Il sait où est Julien. S'il vous plaît, dites-lui que c'est moi, Valeria. Je dois le trouver. Je dois trouver ma fille.
La scène était tellement chaotique que Ramiro a dû sortir de son bureau. Il l'a vu là, debout, décomposé, en train de supplier. Une ombre de la femme hautaine qu'elle avait été. Avec un sang-froid professionnel, Ramiro a demandé au personnel de sécurité de l'escorter hors de l'immeuble. Ce soir-là, Ramiro m'a appelé. Elle était là, Julian. Sa voix était sérieuse. Elle a complètement perdu le contrôle. Elle est désespérée. Et les gens désespérés, c'est dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ai-je demandé, le cœur battant fort. Ça veut dire qu'ils sont proches. Peut-être pas encore de ton adresse exacte, mais ils resserrent le filet. Ce n'est plus une question de si, mais de quand ils vont te trouver. Il faut qu'on se prépare pour la prochaine phase. C'est là que j'ai compris. L'arche que j'avais construite allait être testée. Tout ce que j'avais protégé pendant 3 ans allait devoir être défendu. Devant un tribunal. Valeria, humiliée et à court d'options, a suivi les conseils des avocats de son père. Ces avocats, qui essayaient désespérément de limiter les dégâts juridiques. Elle a pris la décision qui allait changer nos vies à jamais. Elle a déposé une plainte officielle. Pas pour le divorce, ça, c'était déjà fini. Non. C'était une demande de garde d'enfants. Un procès pour obtenir les droits parentaux sur Aurora. Dans le document, il disait que je l'avais caché exprès pendant 3 ans. Que j'avais enlevé l'enfant. Que j'avais pratiqué une aliénation parentale. Et il demandait un test ADN immédiat. Ainsi qu'un droit de visite sous surveillance, jusqu'à ce que la garde soit décidée. C'était une attaque frontale. Ils voulaient faire passer moi pour le monstre. Et eux pour une famille aimante, simplement à la recherche de leur petite fille. Ramiro m'a appelé après avoir reçu la notification officielle. Ils sont culottés, a-t-il dit au téléphone, presque admiratif. Ils essaient de reprendre le contrôle de la narration. Ils passent à l'offensive, pour que tu sois obligé de te défendre. Et qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé, la peur essayant de reprendre le dessus dans mon ventre. Ramiro a répondu calmement, avec cette voix rassurante qu'il avait dans les moments les plus critiques. On va faire exactement ce pour quoi on s'est préparé depuis 3 ans. On va les laisser entrer dans notre piège. Et on va les accueillir devant la justice. Les mois suivants ont été une préparation minutieuse pour la guerre légale. Ramiro a fait plusieurs voyages à Querétaro. Nous nous sommes enfermés dans mon appartement, qui est redevenu notre quartier général. Sur la table de la salle à manger, nous avons étalé notre arsenal. Première preuve. La plainte que j'avais déposée, 3 ans plus tôt. Avec son tampon officiel. Et sa date. Elle prouvait que j'avais été le premier à dénoncer. Deuxième preuve. Le rapport du médecin légiste, avec les photos. Mon visage gonflé. Mes côtes couvertes de bleu. Ces images parlaient plus fort que 1000 discours. Troisième preuve. Mes relevés financiers. Ils montraient que j'avais reconstruit ma carrière tout seul. Et, très important, ils prouvaient que j'avais séparé mes revenus de tout ce que Valeria pouvait revendiquer. Ramiro avait aussi obtenu des preuves des transferts d'argent que Don Fernando avait fait à Simna. Et l'enregistrement officiel de l'achat de la Porsche, à son nom. La chronologie ne laissait aucun doute. Quatrième preuve. Les témoignages. Nous avons parlé à mes clients de Querétaro, à mes voisins, à l'institutrice de la maternelle d'Aurora. Tous étaient prêts à témoigner de mon comportement. Comme homme. Mais surtout, comme père. Ils dressaient le portrait d'un homme stable, dévoué et aimant. Le jour du procès est arrivé. C'était un matin gris de novembre. La ville de Mexico était couverte de nuages, comme si le ciel lui-même portait le poids de cette histoire. Je suis entré dans le tribunal de la famille en sentant que chaque pas pesait une tonne. J'avais laissé Aurora avec une nourrice de confiance. Une femme merveilleuse qu'il adorait. Mais l'idée que l'avenir de ma fille allait se décider dans ce bâtiment froid et impersonnel. Ça me retournait l'estomac. De l'autre côté du couloir, il y avait les deux Talbot. Ils étaient tous là. Un front uni, comme toujours. Habillés de costumes chers. Avec une gravité bien étudiée. Valeria m'a regardé. Son visage était un mélange de culpabilité et de désespoir. J'ai détourné les yeux. Je ne ressentais plus de haine. Je ne ressentais plus rien. Elle était une étrangère. Une inconnue. La salle du tribunal était plus petite que je ne l'avais imaginé. Mais cette taille rendait tout plus intense. L'air était lourd. Chargé d'électricité. L'avocat des deux Alba était un homme d'âge mûr, célèbre pour être un requin. Il a commencé les arguments. Il a décrit un tableau, une famille trompée par un manipulateur. Un père qui aurait enlevé sa fille, par vengeance.
Quand ce fut le tour de Ramiro, il s'est levé. Il ne criait pas. Il ne dramatisait rien. Il présentait les faits. Un par un. Comme un architecte qui pose les fondations d'un immeuble. Votre honneur, a-t-il commencé calmement. La partie plaignante affirme que mon client, Monsieur Julian, a soustrait sa fille. Mais nous soutenons que mon client n'a pas fui. Il a protégé sa fille et lui-même. D'un environnement violent et dangereux. Comme preuve numéro 1, je présente la plainte pour coups et blessures déposée par mon client contre messieurs Fernando, Matteo et Ricardo de Talba. Elle date d'il y a 3 ans. Quelques heures après l'événement tragique qui a déclenché toute cette affaire. L'avocat adverse s'est levé pour protester. Mais le juge, un homme sévère, l'a fait taire d'un simple geste de la main. L'ambiance dans la salle a changé. Nous n'étions plus les accusés. Nous étions devenus les accusateurs. Ramiro a continué. Il a montré le rapport du médecin légiste. Les photos ont été projetées sur un écran. Un murmure a traversé la salle. J'ai vu Valeria fermer les yeux. Elle ne pouvait pas regarder. Don Fernando s'est raidi. Son visage devenait rouge. Puis Ramiro a appelé son premier témoin. Ce n'était pas un voisin. Ni un client. C'était l'ami de Don Fernando. Celui qui avait posé la question à propos de la Porsche. À contre-cœur, l'homme a confirmé la conversation. Ensuite, Ramiro a présenté les relevés bancaires. Le transfert. L'achat de la voiture. Tout était là, noir sur blanc. Le château de cartes des de Alba tremblait visiblement. Le coup de grâce, c'est quand Ramiro a fait venir un témoin inattendu. La femme de ménage qui avait travaillé 20 ans chez les de Alba. Et qu'ils avaient viré injustement après la grande dispute. D'une voix tremblante mais claire, elle a raconté la confession de Simna, entendue depuis la cuisine. Elle a répété mot pour mot. Je n'ai jamais été enceinte de lui. Tout était un mensonge. Ces mots ont résonné dans la salle du tribunal. Comme une sentence de mort pour leur dossier. L'avocat des de Talba s'est affaissé dans son fauteuil. Sa défense s'était écroulée. Le juge nous a regardés, Ramiro et moi. Puis il a tourné son regard vers la famille de Talba. Son expression était pleine de dégoût. La bataille était presque terminée. Il ne manquait plus que ma voix. J'appelle à la barre Monsieur Julian, a dit Ramiro. Je me suis levé. Et j'ai marché vers le pupitre des témoins. Je sentais tous les regards posés sur moi. C'était mon tour de parler. Mon tour de construire, avec mes propres mots, le dernier mur de ma forteresse. Je me suis assis sur le banc des témoins et j'ai juré de dire la vérité. Le silence dans la salle était si profond que j'entendais le bourdonnement des lumières au plafond. Ramiro s'est approché. Son regard était calme. Il m'a transmis de la force, sans un mot. Monsieur Julian, a-t-il commencé. Pouvez-vous expliquer à la cour ce qui s'est passé la nuit où vous avez quitté votre maison, il y a 3 ans? Ma voix, quand elle est sortie, était plus ferme que je ne l'aurais cru. Il n'y avait pas de tremblement. Pas de colère. Seulement la vérité, lourde et contenue depuis trop longtemps. J'ai raconté tout ce qui s'était passé. De façon précise. Presque clinique. L'appel. Mon arrivée chez mes beaux-parents. L'accusation de Simna. Puis, quand je suis arrivé au moment de l'agression, ma voix est restée stable. Son père, Don Fernando, et ses frères Matteo et Ricardo m'ont frappé. Ils m'ont retenu de force. Ils m'ont donné des coups de poing au visage et au corps, encore et encore. Et votre épouse, Madame Valeria, où était-elle pendant cela? A demandé Ramiro. J'ai regardé Valeria. Pour la première fois, droit dans les yeux. Elle a soutenu mon regard. Ses yeux étaient remplis d'un appel muet. Elle se tenait là, ai-je dit. Elle regardait. Puis, j'ai parlé de ma vie à Querétaro. Pas comme une fuite, mais comme une reconstruction. Votre honneur, je n'ai enlevé personne. Je n'ai volé aucun enfant. J'ai sauvé ma fille. D'un environnement violent. D'une famille qui a cru et agi sur la base d'un mensonge monstrueux, sans chercher la vérité. Et sans la moindre preuve. Depuis que je sais qu'elle existe, j'ai tout fait pour lui offrir un lieu de paix, de sécurité et d'amour. Chaque seconde de ces 3 dernières années a été consacrée à ça. Ma fille Aurora est une petite fille heureuse, en bonne santé, aimée. Elle ne connaît ni la haine, ni la violence, ni le mensonge. Et mon objectif, c'est qu'elle continue ainsi. L'avocat de Valeria s'est levé pour me contre-interroger. Il a essayé de me faire passer pour un homme rancunier. Pour un père qui voulait se venger. Vous ne pensez pas, monsieur Julian, qu'une petite fille a le droit de connaître sa mère? Ses grands-parents. Je lui ai répondu avec un calme glacial.
Je pense qu'une petite fille mérite d'être en sécurité. Qu'elle mérite d'être entourée de vérité et de gens qui la protègent. Le titre de mère ou de grand-parent, ce n'est pas un droit. C'est un privilège. Un privilège qui se mérite avec de l'amour, du respect et de la responsabilité. Et ce privilège, à mes yeux, cette famille l'a perdu à jamais. Il y a 3 ans. Quand j'ai fini de parler, un silence profond a envahi la salle. Le juge a retiré ses lunettes. Il s'est frotté les yeux. Puis il a regardé directement la famille de Alba. Sa voix, quand il a parlé, était grave. Tranchante. J'ai entendu assez. En 20 ans dans cette salle, j'ai rarement vu un cas aussi clair d'abus de pouvoir, de manipulation et de manque total de jugement. Les preuves présentées par la défense sont accablantes. Il s'est tourné vers Valeria. Madame, votre désir de voir votre fille est compréhensible. Mais il arrive 3 ans trop tard. Et il est la conséquence directe de vos propres décisions. La Cour ne peut pas ignorer l'environnement dont vous faites partie. Puis, le verdict est tombé. Rapide. Brutal. La garde complète, exclusive et définitive de l'enfant Aurora est accordée à Monsieur Julien. Toutes les demandes de la partie plaignante sont rejetées. En plus, et vu l'historique de violences physiques documentées et la nature manipulatrice de cette famille, la Cour émet une ordonnance d'éloignement permanente. Madame Valeria de Alba, messieurs Fernando, Matteo et Ricardo de Alba, ainsi que mademoiselle Simna de Talba ont interdiction d'approcher à moins de 500 mètres de monsieur Julien ou de la mineure Aurora. Ils n'ont également pas le droit d'entrer en contact, ni directement ni à travers d'autres personnes. Cette audience est levée. Le coup de marteau du juge a résonné. C'était le son le plus doux et libérateur que j'avais jamais entendu. Je suis sorti du tribunal comme si je flottais. Ramiro marchait à côté de moi. Il ne disait rien. Mais son regard était celui d'un frère qui vient d'accompagner son sang à la guerre. Et qui en revient victorieux. Dans la rue, le ciel s'était ouvert. Un rayon de soleil est tombé sur le trottoir, comme une bénédiction discrète. Aurora m'attendait. Ma fille. Mon Aurore. Je l'ai prise dans mes bras. Elle m'a regardé avec ses grands yeux noirs. Et elle a posé sa petite main sur ma joue. Papa, t'as pleuré, a-t-elle dit, doucement. Non, mon cœur, ai-je répondu en souriant. J'ai juste enlevé un gros nuage. Maintenant, il fait beau. Ce soir-là, dans notre appartement de Querétaro, je lui ai lu une histoire. Une fable avec un héros qui traverse une tempête. Elle s'est endormie contre moi. Sa respiration douce. Sa petite main encore serrée sur ma chemise. Et moi, je suis resté là, sans bouger, à regarder le plafond. Et à respirer enfin. Je ne pensais pas à la vengeance. Ni à Valeria. Ni même au de Alba. Je pensais à ce que j'avais bâti. Avec mes mains, mes larmes, ma volonté. Pas une maison. Pas un immeuble. Mais une forteresse invisible. Faite d'amour. De patience. De vérité. Et à l'intérieur, il y avait elle. Aurora. Ma fille. Ma lumière. Mon miracle. Je ne sais pas si un jour elle connaîtra toute l'histoire. Peut-être qu'un jour je lui raconterai. Peut-être pas. Mais ce que je sais, c'est que jamais personne ne lui volera son sourire. Jamais personne ne lui prendra son père. Et si un jour elle me demande, « Papa, pourquoi tu n'as pas abandonné ?» Je lui répondrai, « Parce que tu étais tout ce qui me restait. Et parce que tu valais tout ce que j'ai perdu. »